été fait par Max Dubois aussi, qui doit être là et qui s'est beaucoup engagé à nos côtés. Je ne vais pas vous faire un long discours parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse répondre de manière très concrète à toutes les questions que vous vous posez. Parce que sinon, ce serait trop facile. Je viens vous faire un discours ex cathedra et puis vous repartez comme vous êtes venu. Donc, je souhaite qu'il puisse y avoir autant de questions que nécessaire et je vais y répondre. Je vais être très court et très direct avec vous. Nous avons à redresser le pays sur le plan économique, social, sur les sujets de sécurité, d'éducation. Et le programme que je porte, sur lequel beaucoup d'entre vous ont travaillé, il vaut pour le pays et donc il s'applique à la fois pour l'Hexagone et pour les territoires ultramarins, avec chacune et chacun leurs spécificités. Et donc les engagements que j'ai pris, par exemple pour réduire à 12 élèves par classe en CPCE1 en zone REP+, est particulièrement pertinent pour l'outre-mer. J'étais encore il y a quelques semaines à La Réunion où on a quasiment, cher Thierry, la moitié des enfants qui sont concernés par cette mesure pour aider au rattrapage. Les mesures d'autonomie des établissements et des universités est très important aussi pour nos outre-mer où il y a des défis très spécifiques qui sont à relever. Les mesures que nous avons prises en termes de redressement économique pour la baisse des charges, la suppression du RSI, la transformation justement du modèle économique actuel sont essentielles pour nos territoires d'outre-mer parce qu'ils sont particulièrement dépendants de notre dynamisme entrepreneurial. Et les mesures qui sont prises en termes de sécurité pour porter à 10 000 forces de police et de gendarmerie supplémentaires et les déployer dans les zones les plus prioritaires est déterminant pour l'outre-mer, d'autant que je veux recréer cette police de sécurité quotidienne qui est extrêmement structurante. Cela, c'est le point, si je puis dire, en dénominateur commun, qui est très fort. Et je veux que derrière, on puisse aussi avoir une politique de relance des filières et de l'activité économique. Et là, qu'on l'adapte aux territoires ultramarins et à chacun de ces territoires. Et donc, sur le plan économique, vous savez que j'ai présenté ce plan de 50 milliards d'euros d'investissement. Je souhaite qu'on puisse le décliner pour chacun des territoires. Et donc, au-delà du cadre d'ensemble, je souhaite qu'il y ait une déclinaison pour chaque territoire spécifique où on regardera la priorité à mettre en termes de secteur. Parce que ce que je souhaite qu'on développe, c'est une approche par filière, parce que la meilleure réponse aux spécificités des territoires d'outre-mer, c'est d'avoir une approche pertinente par filière économique. On a besoin de développer l'agriculture, et là, selon d'ailleurs les départements ou les territoires, de manière très spécifique. Et cette agriculture, on a besoin d'en négocier les spécificités à Bruxelles, qui, sur la filière sucrière, comme là aussi on l'a vu à La Réunion, qui, dans le cadre des régions ultrapériphériques, mais on a besoin, dans le cadre de ce plan d'investissement, d'avoir une accélération spécifique pour structurer les filières qui sont critiques et qui ne sont pas les mêmes selon les territoires. Filière agricole, la filière bleue, parce que je crois beaucoup à la croissance qui se fera par le maritime, c'est-à-dire l'exploitation des réserves halieutiques, qui a des spécificités tout autres selon les territoires d'outre-mer que pour le reste des régions d'ailleurs d'Europe continentale. La possibilité de valoriser la biodiversité maritime et de valoriser les sources d'énergie maritime. Cette filière bleue, nous devons aussi la développer. La filière numérique a besoin d'un développement spécifique et d'investissement propre. Et donc, dans le cadre du plan d'investissement, je souhaite qu'on ait une approche toute spécifique, justement, des territoires d'outre-mer, territoire par territoire, pour dégager une enveloppe spécifique qui permettra la structuration de ces développements. Mais plus largement, et au-delà de ces mesures communes, ce que je m'engage à faire, c'est d'avoir, dès après l'élection, une approche qui est enfin à la hauteur des problèmes. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Guyane, à vouloir repousser les échéances, à vouloir ne pas regarder en face les difficultés qui sont là et penser qu'on peut gérer à l'autre bout du monde, plonger dans d'autres contraintes géographiques, dans d'autres contraintes migratoires, des bouts du territoire français avec les mêmes règles, avec une absence de vision propre, c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, on le voit, en Guyane, la réponse qui devra être apportée, et je vais y revenir, elle sera beaucoup plus difficile à apporter, beaucoup plus coûteuse que si on l'avait fait il y a 3 ans, dans un contexte apaisé. Et donc, pour les territoires d'outre-mer, dès après l'élection, je mettrai en place des assises qui, territoire par territoire, définiront la politique à mettre en place d'urgence sur les 12 mois qui suivront. Je ne souhaite pas
Je vais vous dire, je ne suis pas ici pour vous faire des grandes promesses de convergence ou pour vous dire qu'on va tirer des plans à 10 ans, parce qu'on n'en est plus là. J'aimerais avoir ce confort. J'aimerais vous dire, on va faire comme on a toujours fait, patouiller. Vous savez, il y a une dizaine d'années, j'étais fonctionnaire à Bercy, on faisait déjà les rapports sur l'octroi de mer, sur à peu près tous les sujets dont on peut se parler aujourd'hui. J'ai connu ça. Donc on peut décider de continuer à faire pareil, ça continuera à exploser. Aujourd'hui en Guyane, demain en Guadeloupe, on était aussi ensemble avec Philippe à Mayotte, c'est pareil. Donc si on ne veut pas voir en face la réalité de l'urgence et des défis, on ne pourra pas les relever. Donc ces assises, on les fera dès le début. Il y aura un délégué spécifiquement en charge, rattaché au président de la République, qui coordonnera ce travail, et ils seront déclinés territoire par territoire. Parce que l'outre-mer, ça n'est pas un grand sac dans lequel on peut plonger l'ensemble des départements et des territoires dans la même destinée. Ça n'est pas vrai, on le sait bien. La destinée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de la Guyane, de Martinique ou de la Guadeloupe, ça n'a rien à voir. Les contraintes ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas similaires. Et donc cette stratégie, je veux qu'elle soit déclinée avec les élus et les forces vives de chacun de ces territoires qui seront présents à ces assises. Derrière, quels seront nos instruments? Il y aura un instrument que je viens d'évoquer qui est celui du plan d'investissement, avec une enveloppe spécifique pour les Outre-mer. Il y aura ensuite la politique de filière que je compte décliner au niveau des Outre-mer. Il y aura ensuite une politique spécifique sur laquelle je me suis d'ores et déjà engagé, qui est, au-delà de tous les engagements éducatifs, économiques que je viens de rappeler, qui est le principe de continuité territoriale qui touche tout particulièrement les territoires ultramarins, et qui consiste à prendre des engagements clairs en termes de continuité aérienne, mais aussi parfois maritime, avec l'Hexagone d'une part, mais également avec l'ensemble des zones économiques qui sont pertinentes pour le développement de nos territoires ultramarins. Et enfin, ce seront les adaptations réglementaires, législatives, voire constitutionnelles. Et en la matière, je veux aussi adopter une approche très pragmatique dont je veux vous faire part cet après-midi. 1. Dans le cadre de l'article 73, tous les territoires qui y ont droit, je souhaite qu'on puisse engager un dialogue constructif. On a commencé à le faire avec plusieurs présidents, je pense à Richelieu ou à Rodolphe Alexandre, pour regarder ce qui peut être fait afin de donner plus de capacité réglementaire dans le cadre de ce que la Constitution permet. On a besoin, en termes de transport, en termes d'énergie, en termes de gestion des ressources naturelles, de redonner des marges de manœuvre aux collectivités territoriales, et avec ça, des responsabilités. Et donc, c'est cette politique dans laquelle je souhaite m'engager, en bonne foi, en parfaite transparence, avec les responsables politiques élus. 2, il y a des processus qui sont en cours, je pense à la Nouvelle-Calédonie, ils seront conduits à bien, comme prévu par les accords, et je m'engage à ce que l'État puisse veiller au bon déroulement, en particulier des consultations prévues pour 2018. 3, il y a des adaptations qui se justifient. Je pense à la Réunion. Nous devons revenir sur l'amendement Viera-Poulet qui aujourd'hui empêche les adaptations réglementaires dans le cadre de la Constitution et de l'article 73 pour la Réunion. Or, elles sont tout aussi pertinentes que pour d'autres territoires. C'est ce cadre-là pragmatique, de volontarisme, d'engagement budgétaire, de modernisation de nos territoires que je veux engager dès ces assises et donc dès le début du quinquennat. Je donnerai 3 mois pour la finalisation d'une feuille de route claire et d'une action d'urgence sur l'année qui suivra. Je veux des résultats dès la première année, parce que la confiance n'est plus là. Et quand la confiance n'est plus là, on ne la reconstruit pas avec des engagements sur le long terme. On la reconstruit avec une feuille de route partagée, avec des actions concrètes qui se déclinent dans la première année. Et il y aura au-delà de ça une stratégie quinquennale. Voilà le cadre. Je pourrais revenir sur beaucoup d'autres sujets, mais je préfère revenir dans le cadre des questions que vous allez me poser. Mais vous l'avez compris, moi la stratégie que je veux mettre en œuvre pour l'outre-mer, ça n'est pas une stratégie clientéliste. On l'a trop fait. Et d'ailleurs, la réalité de notre vie démocratique commune fait que maintenant ça se voit même au milieu ou au cours du quinquennat. Donc je ne vais pas m'engager dans cette voie. Je ne suis pas en train de dire que tout est possible et faire des promesses en l'air, mais c'est un engagement de méthode, de responsabilité, c'est un plan d'urgence que je mettrai en œuvre dès les premières semaines de mon quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance. Je terminerai sur ce point. J'ai eu l'occasion de le dire à chacun de mes déplacements. Pour moi, l'outre-mer, c'est
cette archipel française qui nous permet d'exister à travers tous les continents, à travers tous les océans, à travers toutes les diversités culturelles, linguistiques et les réalités multiples. C'est une chance pour la France. C'est une chance parce que c'est ce qui porte notre visage, notre dynamisme, notre culture commune dans sa diversité sur tous les continents. C'est ce qui nous permet de pouvoir porter notre voix de l'Amazonie jusqu'à l'océan Pacifique, en passant par l'océan Indien. C'est ce qui est aussi la force de l'influence française. C'est ce qui est notre force continentale dans chaque continent. Et c'est ce qui est aussi la sève de notre culture, de notre propre civilisation. Il suffit de regarder notre littérature, nos arts, notre sport pour s'en apercevoir si besoin était quand j'entends d'aucuns en douter. Moi, je ne crois pas au modèle d'assimilation dont plusieurs candidats ou candidates parlent. Je crois au modèle d'intégration dans la République. Pourquoi? Parce que je crois à une République forte qui sait assumer sa diversité. Et donc, à ce titre, les Outre-mer sont une composante essentielle non seulement de notre identité, mais de notre projet. Et la relation que dès le début de ma campagne, j'ai voulu avoir avec l'ensemble des territoires d'outre-mer, d'abord, ça n'est pas une relation unique, parce qu'elle est spécifique à chaque territoire. Parce que chaque territoire a ses propres défis, sa propre histoire, parfois ses propres traumatismes, il faut bien le dire, et sa propre complexité, sécuritaire, migratoire, économique. Ensuite, parce que les adaptations réglementaires ne sont pas les mêmes. Et enfin, ce que je veux porter, c'est non pas un discours de compassion ou de clientélisme, comme on le fait depuis tant et tant d'années, parce que ce que j'ai vu sur le terrain n'a rien à voir avec ça. C'est un discours de développement et d'émancipation, comme celui que je veux pour l'ensemble des territoires de notre République. C'est-à-dire donner la capacité à réussir dans le cadre de la République, avec des règles qui sont parfois spécifiques, en donnant les investissements sur les infrastructures essentielles ou les engagements requis, mais parce que les territoires outre-mer, ils veulent réussir dans la République. Mais ils veulent réussir dans la République et l'océan Pacifique, dans la République et l'océan Indien, dans la République et l'Atlantique. Et ça n'est pas pareil que réussir dans la République en région parisienne, qu'on le veuille ou non. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Voilà, je ne serai pas plus long sur ce propos liminaire que je souhaitais tenir à votre endroit. C'est à la fois philosophie d'ensemble, mais les grands engagements et ce que je veux construire. Et je terminerai sur un mot. En Marche, c'est construit avec les forces vives de la société française. Et en sachant d'ailleurs parfois tresser la capacité de ces forces vives et des élus. Et votre présence cet après-midi pour moi était importante parce que vous êtes ces forces vives. Et donc cette transformation, ce plan d'urgence et d'avenir, on ne le fera qu'avec les associations. Et on ne le fera qu'avec ce que vous représentez, qui sont des ponts entre des bouts de République, des bouts de France qui sont parfois à des milliers de kilomètres, et l'Hexagone. Et cette mobilisation, cette capacité à expliquer, à porter cette vision, à faire vivre les instruments que la République mettra en place et sur lesquels je m'engage, c'est ce que j'attends de vous aussi dans ce contexte. Parce qu'on ne réglera pas tout cela avec quelques lois ou quelques fonctionnaires à Paris. C'est une certitude. Je vous remercie pour votre attention et je vais répondre à toutes vos questions.